Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles.
C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater.
Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre étoile. Jusqu'à ce que vous détourniez le regard juste une seconde. Vous regardez à nouveau, et elle est introuvable. La raison, c'est que c'est probablement la plus rapide des étoiles. Écoutez un peu, les astronomes ont récemment découvert une nouvelle classe étonnante d'étoiles. Elles ont reçu le nom d'étoiles hypervéloces. Ils en ont repéré environ une douzaine. Et il se trouve qu'elles sont si rapides qu'il se peut un jour qu'elles quittent notre galaxie, la Voie lactée, pour se lancer dans un voyage intergalactique. Vous voyez, les étoiles se faufilent constamment à travers les bras en spirale de notre Voie lactée comme des voitures pressées au milieu de la circulation à l'heure de pointe. Mais lorsque vous regardez le ciel nocturne, il vous semble pourtant que ces points lumineux sont aussi immobiles que les monumentales pyramides de Gizeh. Maintenant, parmi ces 200 à 400 milliards d'étoiles qui considèrent la Voie lactée comme leur foyer, une infime fraction se distingue des autres. Les interactions gravitationnelles ont accéléré ces étoiles massives au point qu'elles se déplacent 2 voire 3 fois plus vite que notre Soleil. Oui, ce sont les fameuses étoiles hypervéloces dont le destin est de se libérer un beau jour de l'étreinte gravitationnelle de notre galaxie. On dirait qu'elles essaient d'atteindre des vitesses encore inédites. Elles se déplacent à plus de 126 000 km/h. Une étoile hyper véloce pourrait franchir la distance qui sépare la Lune de notre planète en seulement 20 minutes. Ces étoiles sont solitaires et très différentes des hypervéloces que l'on connaissait jusqu'à présent. Les hypervéloces originales étaient grandes et bleues et semblaient être nées au cœur de la galaxie. Mais ces nouvelles étoiles, elles, sont assez petites, pas plus grandes que notre Soleil, et ne semblent pas provenir du centre de la Voie lactée, ce qui est surprenant. On les découvre le plus souvent en train de s'échapper d'amas relativement jeunes. La plupart des étoiles hypervéloces se trouvent dans le halo externe de la galaxie, à environ 150 000 années-lumière du centre de celle-ci. Il est intéressant de noter qu'un astronome du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, a prédit l'existence des étoiles hypervéloces en 1988. Mais les scientifiques n'ont commencé à en découvrir qu'en 2005. La première étoile repérée se trouvait à 350 000 années-lumière du cœur de la Voie lactée et s'éloignait de son centre à environ 2,4 millions de km/h. Les astronomes disent qu'il est extrêmement difficile de chasser une étoile hors de la galaxie. Lorsque ça arrive, c'est la plupart du temps à cause d'un trou noir supermassif. Et selon les experts, c'est probablement Sagittarius A étoile qui accélère les étoiles hypervéloces, ou du moins certaines d'entre elles. Pour atteindre la vitesse d'évasion, une étoile doit recevoir une impulsion d'une force inimaginable pour nous. Et comme le trou noir central de la Voie lactée a une masse de 4 millions de soleils, il a sans doute suffisamment de puissance pour produire quelque chose de ce genre. Dans le scénario le plus courant, nous avons une étoile binaire. Soit un système composé de 2 étoiles gravitationnellement liées et en orbite l'une autour de l'autre. Supposons que ces étoiles soient prises dans l'étau de notre trou noir. Alors que l'une des étoiles se dirige en spirale vers le trou noir, sa sœur se voit projetée vers l'extérieur à une vitesse phénoménale. C'est ce qu'on appelle un échange à 3 corps. Les astronomes ont déjà découvert 18 étoiles géantes qui pourraient avoir été rendues hypervéloces par ce processus. Il existe également une théorie selon laquelle les étoiles hypervéloces pourraient avoir été éjectées de leurs amas stellaires par des explosions de supernovas. Les étoiles hypervéloces, récemment découvertes, semblent avoir la même composition que les étoiles normales. C'est pourquoi les astronomes ne pensent pas qu'elles proviennent d'un endroit exotique, situé en dehors de la galaxie ou dans le halo extérieur de la Voie lactée. Ce halo est en réalité une région sans vie, remplie de vieilles étoiles pauvres en métaux et de masse très faible. Il est peu probable qu'on y trouve une étoile hypervéloce, à moins qu'elle n'ait été éjectée dans cette direction. Les étoiles hypervéloces restent donc un mystère, mais elles ne sont pas les seules à se comporter bizarrement. Par exemple, en 2017,
des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3,2 millions de kilomètres par heure, soit presque 4 fois plus vite que le Soleil en orbite autour du centre de la galaxie. Le principal problème concernant cette étoile errante était qu'elle se déplaçait en sens inverse par rapport à la plupart des autres étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Mais ce n'est pas la seule étrangeté à son sujet. Son aspect suscitait également de nombreuses questions. S'agissait-il d'une étoile hyper véloce? Était-ce même une étoile? Cette voyageuse semblait être constituée d'une matière stellaire totalement différente de ses congénères. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. Elle était faite d'atomes lourds et métalliques. La plupart des autres étoiles sont constituées d'éléments beaucoup plus légers. On a baptisé cette étoile LP40-365. Elle se déplaçait si rapidement qu'elle a littéralement quitté notre galaxie. Les scientifiques ont donc pensé qu'elle avait été éjectée par une catastrophe cosmique, par exemple une supernova. Aujourd'hui, les astronomes affirment que l'étoile, qui était auparavant considérée comme une naine blanche, était en réalité un fragment stellaire, une sorte de résidu causé par une explosion de supernova. L'explosion a dû être si puissante qu'elle a poussé LP40-365 très loin hors de la galaxie. Ce fragment d'étoile continue à tourner lentement autour de son axe. Grâce à cette observation, les astronomes peuvent confirmer le fait que LP40-365 n'est en réalité qu'un débris spatial et non une étoile à part entière. Mais une telle conclusion signifie qu'elle aurait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, c'est toute la composition de cet objet spatial qui a été modifiée. La plupart des étoiles sont principalement composées d'hélium et d'hydrogène, mais LP40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds, du magnésium, de l'oxygène et du néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de cette étoile. Les astronomes considèrent d'ailleurs que tous les éléments plus lourds que l'hélium sont des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP40-365 est devenue métallique. Notre voyageuse de l'espace s'éclaire, puis s'assombrit toutes les 8 ou 9 heures. Cela pourrait signifier qu'elle émet des pulsations, mais en général, les pulsations stellaires sont beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière. C'est la rotation de l'étoile qui causerait ces différences de luminosité. Passons maintenant à un autre curieux corps spatial. Il s'agit de la 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, appelée Fomalhaut. Si vous l'observez à l'aide d'un télescope, vous serez confronté à un spectacle terrifiant. Il n'est pas étonnant qu'on la surnomme l'œil de Sauron. Un anneau de poussière et de débris l'entoure, ce qui lui donne l'apparence d'un œil géant qui regarde droit dans votre âme. Cette étoile intimidante a une masse plus de 2 fois supérieure à celle de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Il y a aussi une étoile qui se déchire. Elle porte un nom magnifique, Vega. À première vue, elle semble normale, grande, brillante et assez jeune. Mais plus on avance dans le temps, plus elle devient bizarre. Par exemple, elle n'est pas vraiment ronde. Elle ressemble à un œuf. La raison en est peut-être qu'elle tourne si vite qu'elle a fini par se déformer, ce qui a entraîné des variations de température à sa surface. En outre, elle atteint 93% de la vitesse maximale qu'une étoile de cette taille peut tolérer, c'est-à-dire 273 km par seconde. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi Vega tourne si vite qu'elle en vient presque à se déchirer. Mira est parfois l'une des étoiles les plus faibles, et parfois l'une des plus brillantes du ciel nocturne. Ce système est en fait constitué de 2 étoiles. L'une d'elles est une géante rouge, qui ressemblait autrefois à notre Soleil. L'autre est une naine blanche. La géante rouge se débarrasse constamment de ses couches externes, créant un nuage de débris autour du système. Ce phénomène pourrait être à l'origine de l'assombrissement régulier des étoiles. Il pourrait également expliquer pourquoi les intervalles entre ces périodes d'obscurcissement ne sont pas réguliers. Mais le plus intéressant, cette étoile binaire possède une queue semblable à celle des comètes. Je ne souhaite pas vous inquiéter, mais un phénomène étrange s'est produit dans les profondeurs de l'espace. Il s'agit d'une explosion plus brillante que des milliards de soleils.
Cependant, le véritable mystère réside dans le fait que ce phénomène ne correspond à rien de ce que les astronomes ont observé jusqu'à présent. Habituellement, les événements cosmiques de ce type suivent des schémas familiers. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une anomalie cosmique. Cette étrange explosion cosmique a laissé les astronomes totalement perplexes. Il pourrait s'agir d'un événement extrêmement rare, le fruit d'une parfaitement coïncidence, ou bien de quelque chose de complètement nouveau et inédit. Cet événement a été détecté pour la première fois par un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe le 8 avril 2024. Au début, il semblait s'agir d'un sursaut gamma classique. Ils émettent généralement des rayons X incroyablement brillants. Mais la réponse pouvait-elle vraiment être aussi simple? Quelque chose ne collait pas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers et peuvent se produire de manière inattendue. Les sursauts de longue durée sont causés par la mort d'étoiles massives qui tournent à une vitesse incroyable. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, formant un objet extrêmement dense, comparable à un trou noir. Simultanément, les couches externes de l'étoile sont projetées au loin. On appelle cela une supernova. Les sursauts gamma sont suivis de jets. Il s'agit de deux faisceaux de matière qui jaillissent des côtés opposés de l'objet qui s'effondre. Ils sont extrêmement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière. Ces jets nous semblent plus brillants lorsqu'ils sont dirigés directement vers nous. C'est comme avec une lampe torche. Elle est plus lumineuse lorsqu'on la pointe vers soi. Mais revenons à notre étrange explosion cosmique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelque chose ne collait pas? C'était il y a seulement 45 secondes. Le problème, c'est que lorsque plusieurs télescopes ont observé cet événement dans différentes longueurs d'onde, ultraviolet, optique, proche infrarouge, radio, rayons X, rayons gamma, etc., il ne correspondait à aucun type d'événement connu. Selon les recherches actuelles, l'explication la plus probable est que cette explosion est le résultat d'une naine blanche déchirée par un trou noir de taille moyenne. Mais ce n'est pas si simple. Les trous noirs sont des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on les appelle des trous noirs. On pense que les étoiles dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil peuvent s'effondrer sous leur propre gravité une fois qu'elles ont épuisé leur combustible stellaire. Lorsqu'une étoile contient autant de masse dans un espace aussi restreint, sa gravité devient si puissante qu'elle force tout, y compris les atomes, à se comprimer. Cette densité intense conduit à la formation d'un trou noir. Lorsqu'une naine blanche est déchirée par un trou noir de taille moyenne, il en résulte un jet de matière à grande vitesse qui peut être dirigé directement vers la Terre. Cette catastrophe spatiale pourrait-elle donc être à l'origine du mystérieux événement dont nous parlons? Malheureusement, même si elle coche les cases de plusieurs phénomènes, dont celui impliquant une naine blanche, elle ne répond pas à tous les critères. La courte durée et la forte luminosité de l'événement sont difficiles à expliquer à l'aide des scénarios que nous avons à notre disposition. Cela signifie-t-il que nous avons découvert quelque chose de complètement nouveau? L'univers fourmille de flashs énergétiques causés par des explosions d'étoiles, des trous noirs, des supernovas, des engloutissements stellaires et ainsi de suite. Les astronomes déterminent généralement la nature de ces événements en analysant leur durée, leur fréquence, leur source et la combinaison spécifique des longueurs d'onde qu'ils émettent. Mais je dois dire quelques mots sur l'instrument qui a découvert cette anomalie spatiale. L'Einstein Probe est un projet de télescope spatial à rayons X dirigé par l'Académie chinoise des sciences en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Ce projet vise à étudier les événements spatiaux à haute énergie sur une longue période. Son objectif principal est de trouver des trous noirs inactifs et de comprendre comment la matière y tombe en repérant les sursauts de rayons X produits par ces événements. L'Einstein Probe espère également capter les signaux électromagnétiques provenant d'événements qui provoquent des ondes gravitationnelles, comme la fusion de neutrons. Il surveille également l'ensemble du ciel, afin de détecter toutes sortes d'explosions et de suivre les sources de rayons X déjà connues. Après l'observation de ce flash ultra-lumineux par l'Einstein Probe, l'événement a également été observé par plusieurs autres télescopes terrestres et spatiaux, notamment NuSTAR, SWIFT, Gemini, Keck, la Dark Energy Camera, le Very Large Array, l'Australia Telescope Compact Array et le Neutron Star Interior Composition Explorer. À partir de toutes ces données, les astronomes ont reconstitué les caractéristiques de l'événement, mais cela n'a pas permis de clarifier la situation. Au contraire, cela n'a fait qu'épaissir le mystère.
Cet événement s'est manifesté sous forme de rayons X pendant les 10 premières secondes, puis s'est stabilisé pendant environ 4 jours avant de s'éteindre rapidement en l'espace d'une journée. Cette durée est beaucoup plus longue que celle des sursauts gamma classiques, qui duraient généralement de quelques millisecondes à plusieurs heures. Cependant, elle n'était toujours pas suffisante pour correspondre à d'autres catégories connues. La luminosité de l'événement en rayons X était également inhabituelle. Elle était trop intense pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Le plus intriguant est que le Very Large Array n'a détecté aucune émission radio provenant de la source lorsqu'il l'a observée 11 jours, 158 jours et 258 jours après le premier flash. Normalement, lorsqu'un phénomène aussi brillant dans les rayons X dure aussi longtemps, il est généralement associé à un équivalent radiolumineux. Mais dans ce cas, aucun signal radio n'a été détecté, ce qui est très étrange et renforce le mystère. Les astronomes n'ont pas abandonné et ont envisagé plusieurs autres possibilités, comme les transitoires optiques bleus rapides. Il s'agit d'une nouvelle classe d'explosion qui libère d'énormes quantités d'énergie et projette de la matière dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces sursauts sont si puissants qu'un F-boat peut être 10 fois plus puissant qu'une supernova ordinaire. Les transitoires optiques bleus rapides ressemblent à des explosions de supernova, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ils s'embrasent et s'éteignent beaucoup plus rapidement que les supernovas classiques. Ils sont également beaucoup plus chauds, ce qui rend leur lumière plus bleue que celle des autres supernovas. Comme ces explosions se produisent très rapidement, il est difficile de déterminer leur cause. En janvier 2019, les astronomes ont réduit les causes possibles à 2. Un trou noir absorbant une naine blanche ou un type rare de supernova conduisant à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Une autre explication de cette mystérieuse explosion spatiale, que les astronomes considèrent comme la plus probable, est un phénomène de perturbation gravitationnelle. Cela se produit lorsqu'un trou noir avale une étoile, provoquant un flash lumineux. Lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle ne s'en échappe pas facilement. Les puissantes forces gravitationnelles du trou noir déchirent l'étoile, la brisant et l'attirant vers l'intérieur. Ces restes se transforment en un flux de débris, qui tombe vers le disque d'accrétion du trou noir. Cependant, avant que les débris ne se déposent dans le disque, ils passent au-delà du trou noir en suivant une trajectoire elliptique, avant d'être ramenés vers lui. À un moment donné de cette trajectoire, les débris entrent en collision violente avec d'autres parties de l'étoile qui sont attirées vers le trou noir, et c'est à ce moment-là que nous commençons à observer les premières émissions. Dans certains cas rares, les événements de rupture par effet de marée créent d'énormes jets de matière qui jaillissent des pôles du trou noir. Si ces jets pointent directement vers la Terre, nous pouvons observer les traces de l'événement. Cela ressemble souvent à un trou noir de masse intermédiaire en train de dévorer une étoile naine blanche. Cependant, il devrait encore y avoir des émissions radio provenant du jet d'un événement de rupture par effet de marée. La raison pour laquelle aucune n'a encore été détectée pourrait s'expliquer par le fait que l'événement a probablement été observé trop tôt. Des études précédentes suggèrent qu'il peut s'écouler des centaines, voire des milliers de jours, avant que la matière du jet ne ralentisse suffisamment pour commencer à émettre des signaux radio. Si de futures observations détectent des émissions radio, cela pourrait aider à résoudre le mystère. Mais s'il n'y a pas de signaux, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un sursaut gamma très inhabituel ou de quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Boum! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe. Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes, zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre Soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait,
99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le Soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues? Un trou noir, quoi d'autre? Ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard, tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot. C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion? Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas. Mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité. Ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jets chauds dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale. Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil.
Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes. Une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique. L'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace. C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1/100 de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà. Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium. Une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur,
rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes.
Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est actif sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter.
Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes, se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète.
Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre choc. Tu es un sismologue qui travaille dans un observatoire géologique. Le matin, tu vérifies les équipements qui surveillent l'activité sismique et règles les instruments. Ensuite, tu inspectes les mouvements des plaques tectoniques. Soudain, l'un des appareils montre un signal étrange. C'est comme un petit tremblement de terre. Tu enregistres cette poussée et continues à travailler. Mais le signal se répète à nouveau. Un peu de temps passe et les appareils l'enregistrent pour la 3e fois. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre car le signal est trop faible pour cela. Il se répète toutes les 26 secondes et ressemble à un pouls. Le cœur humain pulse près du centre de la poitrine. Le pouls de la planète provient également de son centre, l'équateur. Tu appelles d'autres spécialistes et tu leur parles de ce phénomène inhabituel, mais personne ne sait de quoi il s'agit. De plus, tu ne parviens pas à déterminer la source de l'impulsion. Tu arrives à l'endroit d'où provient la vibration et tu ne trouves rien. Le sol continue de vibrer sous tes pieds, mais il est impossible de comprendre la raison. Dans les années 1960, cette impulsion appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte, qui bat toutes les 26 secondes. Selon les chercheurs, ce cœur pourrait être situé dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Cette zone est appelée le golfe du Biafra. Chaque hiver, le pouls devient plus fort, mais il s'affaiblit à nouveau en été. Quand les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit, ils ont avancé une théorie selon laquelle l'océan pouvait être à l'origine de l'impulsion. Les vagues frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Une main humaine qui frappe une table fonctionne sur le même principe. Assieds-toi d'un côté de la table et pose tes mains dessus. Laisse quelqu'un d'autre frapper la table depuis le côté opposé. Tu sentiras une vibration. Les vagues de l'océan qui frappent le littoral créent un effet similaire. Quelqu'un peut objecter qu'il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Oui, mais c'est là que le soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire provoque des tempêtes et des vents puissants et accélère les courants océaniques et les vagues. De plus, en 1980, des géologues ont découvert que les tremblements de terre devenaient plus forts pendant les tempêtes. En d'autres termes, lorsque les vagues frappent le littoral avec plus de puissance. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète a des pulsations à cause de l'activité sismique. Elle proviendrait d'un volcan situé sur l'une des îles du golfe du Biafra. L'endroit où l'impulsion était la plus forte est proche du volcan. Mais des analyses plus poussées ont montré que les tremblements de terre se produisaient dans toutes les parties du golfe de Guinée. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent toujours pas prouver aucune de ces théories. Notre planète ne pulse pas seulement de l'intérieur. La Terre est entourée d'un mince halo lumineux. Il change constamment de forme et brille de différentes couleurs. Si tu observes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras que la Terre se trouve à l'intérieur d'une bulle qui pulse de façon irrégulière. Elle est située à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette bulle s'appelle l'ionosphère. Il s'agit d'une couche de particules chargées qui sépare la haute atmosphère de l'espace. En d'autres termes, c'est la frontière qui sépare la région où l'on peut encore respirer et le vide complet de l'espace. La Station spatiale internationale voyage à l'intérieur de l'ionosphère. La plupart de nos satellites se déplacent également à l'intérieur des frontières de la bulle qui pulse. Ce phénomène naturel peut à la fois aider et perturber le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Il aide les signaux radio et GPS à parvenir jusqu'à nos téléphones portables, mais il peut aussi interrompre la stabilité de la connexion. Tout dépend du nombre et de la densité des particules chargées. La lumière du Soleil enlève 1 ou 2 électrons au gaz qui entoure notre planète, et ils deviennent alors des particules chargées. Ces particules constituent l'ionosphère. Elles changent constamment de forme et de taille.
Cela se produit parce que la planète tourne autour de son axe et que la lumière du Soleil tombe sur elle de manière irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que la nuit. À cause de ce phénomène, elle palpite et bouge constamment. Cette instabilité raccourcit la durée de vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Les signaux radio et GPS traversent l'ionosphère et sont réfléchis par des particules chargées. Ils s'envolent ensuite vers leur destination, vers les téléphones, les navigateurs et autres appareils équipés de récepteurs GPS et radio. Notre planète ne fait pas que pulser, elle bourdonne aussi. Le bruit que la Terre produit s'appelle le hum. Oh! Il est impossible d'enregistrer ce son. Mais malgré cela, 2 à 4% des habitants de la planète l'entendent. Partout dans le monde, des gens qui ne sont connectés d'aucune façon parlent d'un bourdonnement bizarre. Il interrompt leur sommeil et les empêche de se concentrer. Ce bruit les suit partout. Peut-être que tu l'entends aussi, mais tu n'y fais pas attention. Mais une fois que tu auras détecté le hum, tu ne pourras plus le désentendre. Certains habitants d'un petit village d'Écosse décrivent ce bourdonnement comme un son épais de basse fréquence. Il existe un site internet avec une carte où des personnes du monde entier s'inscrivent et décrivent ce bruit mystérieux. Presque partout, il s'agit d'une vibration à basse fréquence, à peine perceptible par l'oreille humaine. Parfois, les gens disent qu'il ressemble au bruit d'un avion qui passe au-dessus de leur tête, mais en moins bruyant. Certaines personnes le décrivent comme le bruit d'un moteur de camion en marche placé dans le jardin. C'est un bourdonnement dans la rue quand ils rentrent chez eux. Et il devient plus fort lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. Si tu l'entends aussi, tu peux le marquer sur la carte. Il existe des documents datant du 19e siècle qui décrivent un son similaire au hum. Mais c'est dans les années 1970, en Angleterre, que les médias ont commencé à parler de ce phénomène pour la première fois. Depuis lors, de nombreuses théories ont été formulées, tant par des scientifiques que par des personnes qui tentent de capter le hum. Il existe une hypothèse selon laquelle le bruit proviendrait du trafic à grande vitesse sur les autoroutes, ou bien qu'il serait causé par un trop grand nombre d'avions qui volent dans le ciel. Le bourdonnement et les vibrations peuvent être produits par des stations électriques, des usines, des équipements industriels et d'énormes bouches d'aération. Certaines personnes pensent que la raison de ce bourdonnement est le mouvement des plaques tectoniques et de la croûte terrestre sous les eaux océaniques, mais personne n'a encore réussi à le prouver. Dans la plupart des cas, les gens entendent le hum dans les grandes villes. Et bien sûr, ils s'en plaignent souvent et demandent que des enquêtes soient menées. Mais toutes les tentatives pour trouver la source de ce bruit n'ont donné aucun résultat. Il est possible que 4% des gens aient une ouïe unique qui capte les ondes sonores de basse fréquence. Une théorie affirme que la source du hum est constituée de signaux radio spéciaux. Ils sont utilisés dans le monde entier pour communiquer avec les sous-marins. Ces signaux radio peuvent provoquer une réaction chez les gens. C'est comme si tu entendais un bourdonnement. Cela se produit lorsque l'énergie rayonnante entre en collision avec les tissus mous du crâne humain. Elle stimule le nerf auditif et crée une hallucination auditive. Mais la théorie la plus sympa est apparue dans la ville de Sausalito, en Californie. Beaucoup de gens là-bas entendent le hum et les biologistes pensent que les poissons pourraient en être la raison. Il y a beaucoup de poissons crapauds sur la côte ouest. Ils peuvent produire un son unique qui n'est pas audible en soi. Mais l'onde sonore provenant du poisson entre en résonance avec les bâtiments situés près de la côte. Cette résonance produit le bourdonnement. Même un seul poisson peut faire cela. Imagine ce qui se passe lorsque des milliers de ces créatures marines crient en même temps. Mais les personnes qui vivent près de la côte ne sont pas les seules à avoir des problèmes avec le bruit. Ceux qui vivent dans le centre-ville entendent aussi le bourdonnement. Et comme les ondes sonores créées par les poissons ne peuvent pas se propager aussi loin, la théorie a été rapidement réfutée. Notre planète n'est pas la seule à bourdonner. En 2020, des scientifiques ont enregistré un étrange bourdonnement sur Mars. Il s'agit d'un long bip silencieux qui se propage à la surface de la planète rouge. Parfois, il change un peu à cause des tremblements de Mars, qui sont un autre mystère. Les tremblements de terre se produisent sur notre planète en raison des mouvements des plaques tectoniques. Les tensions s'accumulent et se libèrent dans la croûte terrestre. Cela peut produire des tremblements de terre. Mais il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Donc les tremblements de Mars ne sont pas censés se produire là-bas.